Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver. J'ai presque envie encore, même si on est déjà mi-février, de vous souhaiter la bonne année. Non, voilà, parce que c'est le premier live que je fais cette année. J'en avais fait beaucoup en fin d'année dernière. Il y avait beaucoup d'actualités, mais j'avais pas encore repris cette bonne habitude que de pouvoir dialoguer avec vous, de pouvoir vous expliquer ce que je fais, que ce soit ici dans la circonscription ou à l'Assemblée nationale. Et donc, voilà, je suis très heureux de renouer ce lien. Encore une fois, évidemment, je préférerais être en face à face, pouvoir vous réunir, pouvoir vous rencontrer, même si ici ou là, grâce à la présence que j'ai sur les marchés, dans les diverses manifestations qui peuvent avoir lieu, même si elles sont très peu nombreuses et trop peu nombreuses vu les circonstances, eh bien, j'ai eu l'occasion un petit peu de vous voir, certains d'entre vous, ces derniers jours, mais voilà, moi, ce que j'aime dans la politique, c'est le contact, c'est l'échange, c'est pouvoir vous voir directement, pouvoir échanger avec vous. Malheureusement, ben, actuellement, vu les conditions sanitaires, c'est impossible. Donc j'utilise, comme d'autres, hein, les moyens technologiques existants. C'est pas génial. Je vous avouerai que j'en ai un peu ras-le-bol de m'adresser aux uns et aux autres par écran interposé, de faire des zooms, des conférences à distance, des choses comme ça. Mais ma foi, ras-le-bol dans le sens où, parce que je préférerais vous voir directement et avoir les gens en face de moi. Mais bon, voilà, on fait comme on peut et je suis quand même content de pouvoir avoir cet échange ce soir avec vous dans des conditions qui sont bien entendu encore et toujours exceptionnelles. Je ne suis pas tout seul parce que j'ai à côté de moi ma suppléante, Christelle Léry, qui vous salue, voilà, qu'on entend. Bonsoir tout le monde. Et voilà, qui est à côté de moi, qui, si vous avez des questions à lui poser, est également là pour y répondre. J'ai avec moi mon équipe aussi qui me suit au quotidien et qui me permet de mettre en œuvre bien à la fois les engagements que j'avais pris vis-à-vis de vous lors de la dernière campagne électorale du mois de septembre dernier et de traiter les sujets que vous me faites régulièrement remonter, soit par téléphone, soit par mail, soit lors de nos contacts. Je crois que c'est important et c'est vraiment la façon que j'aime faire de la politique. C'est que eh bien, j'ai essayé de maximum de rendre public mon numéro de téléphone, mon mail. Vous savez que j'ai ouvert une permanence, un atelier, et j'ai choisi le terme atelier parce que je veux que ça soit pas simplement une permanence où on vienne avec des soucis, mais qu'on vienne aussi apporter des choses et qu'on travaille, qu'on façonne les choses ensemble. C'est le terme atelier. Vous savez que j'ai ouvert cet atelier 37 rue Saint-Josse, juste avant l'école Saint-Jean à Colmar. Et voilà, n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas voilà, j'ai autour de moi une magnifique équipe qui est là pour mettre en musique et en œuvre à la fois les projets, les idées. Voilà, j'ai toujours dit que je voulais être un facilitateur. Alors, j'ai pas de baguette magique, je continue à ne pas en avoir malheureusement, sinon, croyez-moi, je l'utiliserai. Voilà, c'est pour essayer de trouver des solutions aux problèmes et aux soucis que vous me faites régulièrement remonter. Mais n'hésitez pas à toujours m'alimenter, à me dire bah tiens, il faudrait faire ça, tiens, pourquoi pas faire ça. J'ai vu que vous avez fait ça, voilà, des critiques positives, on en a tous besoin. Je l'ai toujours dit, moi je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas tous les sujets. Et on est toujours plus intelligent à plusieurs têtes qu'à une seule. Et vraiment, je tiens à cette interaction, à ce lien et à ces échanges. Et donc, encore une fois, numéro de téléphone, mon site internet, les réseaux sociaux, le mail. J'ai tous les outils possibles, imaginables. Je suis présent, vous le savez, vous le voyez bien d'ailleurs sur Facebook, avec une page, avec un profil, sur Instagram, sur Twitter. C'est vraiment tout ça qui est mis en œuvre pour avoir un maximum de relations avec vous, vous rendre des comptes. Vous savez que, et j'espère que vous êtes nombreuses et nombreux à suivre l'hebdo de la semaine. C'est un engagement que j'avais pris vis-à-vis de vous qui était de vous dire je rendrai des comptes du mandat que vous m'avez confié. Et donc toutes les semaines, à peu près le samedi à 14 heures, à partir de samedi à 14 heures, je publie mon compte-rendu de la semaine écoulée, de ce que j'ai fait à l'Assemblée nationale à Paris, de ce que je fais ici aussi dans la circonscription. N'hésitez pas à lire, à me faire des remarques. Ce qui me ferait plaisir aussi, c'est que quand il paraît sur les réseaux sociaux,
eh bien si vous pouviez le partager. Parce que plus il sera lu, plus justement ça permettra à mes concitoyens, à vous, toutes et tous, d'être informés de ce que je fais et d'être amenés aussi à réagir. Vous savez, on a souvent tendance à dire que les politiques ne sont pas à la hauteur des enjeux, ne font pas ce qu'il faut et sont parfois déconnectés. Alors ça existe, hein, parce que les politiques, il y a des bons, il y a des moins bons, il y a des politiques qui s'engagent, d'autres qui s'engagent moins, mais c'est comme dans la vie hein, et dans tous les domaines. Mais globalement, moi j'essaie de faire de la pédagogie aussi. Vous savez, pendant la campagne électorale, vous aviez été nombreux à me dire, mais finalement c'est quoi une élection législative? Et c'est quoi un député? Et actuellement, quand je rencontre un certain nombre de personnes, d'entre vous, qui me fait plus plaisir, c'est quand vous me dites, au travers de la lecture de mon compte-rendu d'activité ou de mes posts tout au long de la semaine, j'espère que j'en fais pas trop, parfois on me dit, t'en fais beaucoup, c'est le reflet de l'activité que j'ai, eh bien, on commence à me dire, ah mais je ne savais pas qu'un député faisait ça, faisait ça. Je suis très content de ce genre de remarques. Je ne suis pas que content pour moi, mais je suis content parce que, vous savez, j'aime la politique. Et pour moi, la politique, c'est quelque chose de noble, parce que c'est le débat, c'est la démocratie, c'est l'échange, c'est essayer d'amener quelque chose au bien public, à l'intérêt général. Et malheureusement, certains salissent parfois la politique. Et quand on peut avoir un discours inverse et quand on peut apporter quelque chose de positif, je pense que c'est une bonne chose. Et je ne suis pas le seul, hein. Je vois bien à l'Assemblée nationale, j'ai de très nombreux collègues qui sont très impliqués aussi, qui font très bien leur boulot. Et j'ai toujours un peu de mal quand faut jamais mettre tout le monde dans le même sac. C'est pas parce qu'il y en a quelques-uns qui ne sont pas à la hauteur que tous les politiques sont à jeter dans le même sac. Je crois que c'est un vrai sujet parce que c'est le sujet de la démocratie, c'est le sujet de la République. Voilà, on n'est pas forcément toujours content de la façon dont ça se passe, mais jusqu'à présent, on n'a quand même pas inventé un meilleur système que le système démocratique qui nous permet de nous exprimer, qui nous permet de dire ce qu'on pense, qui nous permet de critiquer tout en respectant l'autre et tout en respectant l'avis des autres. Et c'est comme ça que ça se passe et il faut vraiment, vraiment combattre pour que cela continue parce qu'il y a ici ou là parfois des gens qui veulent mettre à bas ce système-là et il faut résister. Alors, voilà, il y a quelques sujets que je voulais parler, mais je ne voudrais pas trop parler, je voudrais vraiment qu'il y ait un échange entre nous. D'ailleurs, j'ai une question, une remarque qui vient de m'être faite. Merci, qui me permet d'embrayer sur le sujet que je voulais aborder. D'ailleurs, merci pour les animaux, mais il y a encore beaucoup de travail. Il y a maintenant 3 semaines, effectivement, on discutait à l'Assemblée nationale d'un texte de loi sur le bien-être animal. C'est un texte de loi d'ailleurs que j'ai voté. Et conformément à ce que j'avais dit, c'est un texte de loi qui n'a pas été proposé par le groupe d'opposition auquel j'appartiens, les LR, mais par un autre groupe. Mais je vous avais promis, et je vous avais dit que j'avais l'intention d'être libre. C'est-à-dire que je voterais les textes de loi, non pas parce qu'ils viennent d'un camp ou d'un autre, d'un parti politique ou d'un autre, parce que j'avais pas arrêté de dire, et je continue à le penser, qu'on met trop d'énergie dans le règlement, dans des querelles personnelles, et si on mettait cette énergie dans le règlement de dossier, les choses iraient beaucoup mieux. Moi, j'avais dit que je voterais les textes de loi en fonction de l'intérêt que ça représente, et si je considère que ça va dans le bon sens. Ce texte de loi sur le bien-être animal allait dans le bon sens. Je n'ai pas regardé quels étaient les auteurs, ce n'étaient pas les auteurs de chez moi, de mon groupe, je l'ai voté. Et j'ai déposé un certain nombre d'amendements. L'amendement, c'est quoi? C'est quand il y a un texte de loi qui est discuté à l'Assemblée nationale, chaque député peut déposer une modification de ce texte, une modification d'un article du texte de loi, soit pour le supprimer, soit pour l'améliorer, soit pour le compléter. Et c'est comme ça qu'on travaille. Et j'avais déposé un certain nombre d'amendements, et certains d'ailleurs ont été d'ailleurs votés, et entreront en application dans la loi, qui concerne notamment le texte de loi. Vous savez, la façon dont on traite les animaux, c'est aussi une façon de montrer son degré d'humanité. Et ceux qui maltraitent les animaux, on peut imaginer qu'ils maltraitent également les êtres humains. Les animaux, c'est pas une chose. Moi, j'ai un chat, ça fait 13 ans. Moi, je suis très attaché au bien-être animal. Ce ne sont pas des objets, ce ne sont pas des choses. Et il y a quelque chose qui m'a toujours choqué,
Et c'est qu'on puisse, j'ai assisté certaines fois à des foires de vente, des foires sur les chats, sur les chiots, qu'on retrouve comme ça dans les ventes, dans les parcs expo, dans des cages, et qu'on vend comme ça. Je trouve ça pas acceptable parce que, encore une fois, c'est un animal, un petit chat, un petit chien. C'est pas un meuble, c'est pas un objet qu'on peut comme ça choisir. Et ça a en plus un effet pervers. Et c'est pareil, c'est pour ça que j'ai déposé un amendement qui interdisait la vente dans ces cas-là, mais également la vente de certains animaux dans les animaleries. Voilà, parce que le drame aujourd'hui, on le voit bien, c'est quelque chose qui monte en puissance, c'est l'abandon des animaux. On achète un petit chien, un petit chat, et puis quand on en aura le bol, on s'en débarrasse. Ça, c'est pas possible, c'est pas humain. Et souvent, ça provient d'un achat d'impulsion. On sait bien que si on emmène un enfant dans une exposition dont je parlais ou dans une animalerie, on va tous s'attendrir devant le petit chat qui vient de naître, le petit chaton et qui est dans une cage, et on va se dire on va l'acheter, on va s'en occuper, et il sera très heureux. Et puis ça c'est un peu parfois un achat d'impulsion. Et puis après on se rend compte que on n'a pas réfléchi, parce que acheter un animal de compagnie, ce sont aussi des contraintes, hein, c'est aussi un coût financier. Et si on n'a pas bien réfléchi à tout ça, si on n'a pas calculé les choses, on se dit maintenant ça coûte trop cher, ou on n'a plus le temps de s'en occuper, on s'en débarrasse. Non, ça c'est pas possible. C'est la raison pour laquelle, notamment, j'avais déposé cet amendement. Mais comme je le fais systématiquement, je n'ai pas là non plus inventé le fil à couper le beurre. Avant de déposer ces amendements qui ont modifié ici ou là la loi, et avant de me faire ma propre conviction sur la loi, sur le texte de loi que j'ai voté, j'avais pris attache avec un certain nombre d'associations, la SPA, d'autres associations, d'autres personnes qui sont des amis des bêtes, pour qu'ils me donnent leurs sentiments, et c'est venu enrichir ma réflexion qui m'a amené donc à ce cheminement. C'est aussi comme ça que je travaille, je l'ai fait pour les animaux, mais je le fais systématiquement pour tous les textes de loi. Avant de définir mon vote, avant de déposer des amendements, je prends attache avec les professionnels. On va discuter dans 2-3 semaines d'une loi très importante qui s'appellera la loi climat et énergie, très importante, hein, sur le renforcement des mesures en matière d'isolation du logement, sur les modes de déplacement. Ce sera une loi sur l'écologie qui est très importante. Et moi, je suis vraiment un défenseur de l'écologie, mais pas une écologie punitive, pas une écologie idéologique, une écologie de bon sens, une écologie pragmatique, une écologie qui apporte quelque chose et qui ne doit pas être vécue comme souvent on nous présente d'ailleurs comme étant quelque chose de très idéologique, de très fermé et de très punitif, parce que ça, c'est pas souhaitable. Bien, je vais rencontrer les professionnels du bâtiment, les professionnels des transports, les professionnels des différents domaines. Je vais organiser des rencontres par Zoom, puisqu'on ne peut pas se voir. Et avec ça, je me forgerai ma propre opinion et je viendrai enrichir le texte de loi que je déciderai ou pas de voter en fonction de ce genre d'éléments. Il y a d'autres sujets qu'on a abordés qui étaient très importants, qui est la loi qui aurait dû s'appeler séparatisme. Vous en avez sans doute beaucoup entendu parler, et qui s'est appelée au final conforter les principes républicains. En l'occurrence, ça a été une loi qui aurait pu être très importante. Moi, j'avais bien entendu, bien apprécié le discours tenu par le président de la République en mois d'octobre dernier au Murau, où il avait nommé les choses. Parce qu'en France aujourd'hui, et on l'a bien vu après les attentats, après le terrible meurtre de Paty, Samuel Paty, l'enseignant, eh bien on s'est aperçu qu'il y avait évidemment des problèmes de cohabitation entre les uns et les autres dans ce pays, et qu'il fallait absolument y mettre fin. Ce n'est pas les religions qui posent des problèmes dans notre pays, quelle qu'elle soit, aucune religion ne pose de problème, parce que toutes les religions, quand on lit les textes, proposent des messages d'amour et de respect. Mais il ne faut pas mélanger religion et politique. Et c'est l'extrémisme de l'islam politique, la petite minorité, parce que, encore une fois, ce n'est pas la religion musulmane qu'il faut stigmatiser, l'immense majorité des musulmans sont également les victimes de cet extrémisme, c'est cet extrémisme-là qui était visé, et qui, malheureusement, n'a pas été visé par la loi, et la loi, et c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas votée, eh bien, non seulement ne solutionne pas les problèmes du quotidien, mais en plus est venu poser des problèmes et risque de poser des problèmes à beaucoup d'autres.
j'ai beaucoup combattu sur la suppression, ou en tout cas la restriction de l'école en famille, parce que vous savez que depuis Jules Ferry, l'école, l'éducation est obligatoire, l'instruction est obligatoire, mais l'éducation peut très bien, elle est laissée au libre choix des parents. On a le droit de faire l'école en famille, avec bien entendu un socle de base, avec des contrôles. Mais dans les lois, c'est l'article dans la loi qui a été votée, c'est l'article 21 qui aujourd'hui restreint fortement cette possibilité-là pour lutter contre une dérive qui avait été observée. Mais sous prétexte de lutter contre ces dérives, eh bien, on va poser des problèmes à tous les autres qui respectaient parfaitement la réglementation. Cette loi, il a été également question d'un article, de différents articles qui concernaient notre droit local. J'étais dans l'hémicycle toute la semaine dernière et jusqu'à minuit, minuit et demi, puisqu'on a des séances de soir. Hein. Il faut savoir que souvent les travaux dans l'hémicycle commencent le matin à 9 h et se déroulent jusqu'à midi, reprennent à 15 h. Entre-temps et avant et après, on a des réunions en commission. On ne se tourne pas les pouces, hein. Les travaux se font en commission. Quand ça arrive dans l'hémicycle, c'est la fin du processus. Hein. Et puis elles reprennent donc à 15 h, en général jusqu'à 20 h, 19h30, 20 h, il y a une pause pour dîner, et ça reprend 21 h, et toutes les semaines, pratiquement, ça termine à minuit, minuit et demi. L'article 31, qui concernait le droit local. Si vous me suivez sur Facebook, vous avez pu voir que j'ai eu une grosse altercation avec un député de la France Insoumise, Alexis Corbière, qui, soutenu d'ailleurs par d'autres députés, y compris des députés En Marche et des députés socialistes, ont voulu remettre en question le concordat et le droit local. Et là, j'ai réagi parce que c'est pas possible. Encore une fois, pour des raisons idéologiques, eh bien, on a voulu porter atteinte à ce qui fait partie, et c'est ce que j'ai répondu, le droit local, ça fait partie de notre histoire d'Alsaciens et de Mosellans. On l'a subi, cette histoire. Et vous savez que dans une histoire d'un peuple, il y a des moments difficiles, il y a des moments positifs. L'histoire, elle est formée de tout cela. L'Alsace n'a jamais, les Alsaciens n'ont jamais demandé à être ballottés, tantôt entre l'Allemagne, tantôt entre la France. Si bien qu'en 1905, quand il y a eu les lois de séparation de l'Église et de l'État, eh bien, l'Alsace n'était pas française. Elle faisait partie de l'empire allemand, germain. Et germanique, et donc véritablement, c'est pour ça que la loi de 1905 ne s'applique pas que chez nous. Mais ce n'était pas notre choix, on était victime, l'Alsace a été victime de ces rebondissements historiques. Donc ne pas respecter ça, c'est ne pas respecter l'histoire de l'Alsace. C'est pas respecter le droit, parce que le Conseil constitutionnel, deux décisions, l'une de 2011 et l'autre de 2013, eh bien, considère que le droit local fait partie du droit national français laïque et républicain. Et en plus, ce que j'ai répondu à Alexis Corbière et à d'autres qui tenaient ce genre de propos, c'est que il ferait mieux de s'inspirer de l'Alsace. Parce que chez nous, le droit local permet d'avoir le repos du dimanche, et j'y suis, en ce qui me concerne, attaché. Et les gens de la France Insoumise le sont aussi, donc quand ils luttent contre le droit local, ils luttent contre ça, c'est le paradoxe. Il n'y a pas de délai de carence quand on est malade, contrairement à ce qui se passe ailleurs en France. On a une sécurité sociale positive, donc on ferait mieux de s'inspirer de tout ce qui marche plutôt que de systématiquement détruire ce qui ne marche pas, de ce qui marche pour en faire des choses qui ne marchent pas. Donc voilà un petit peu la position que j'avais eue sur cette loi très importante. Et puis, alors je regarde en même temps, comme ça je réponds à vos questions, et ça évite le monologue. Qui t'a demandé pour le couvre-feu à 20 h? Est-ce qu'on a des nouvelles sur l'heure du couvre-feu? Voilà. Effectivement, je suis intervenu, c'était en début de semaine, en demandant au préfet, mais également au Premier ministre, je lui ai écrit mardi après-midi, pour lui demander de repasser à 20 h le couvre-feu, avant de desserrer les choses, mais on sait bien que la situation sanitaire n'est pas encore réglée, il faut rester extrêmement vigilant, que si on dessert trop rapidement les choses, on risque de faire repartir le virus, qui est déjà encore à un niveau élevé. Et si ça doit ensuite déboucher sur nouveau un confinement, on n'aura rien gagné. Donc il faut rester très mesuré dans ses comportements. Il faut surtout accélérer la vaccination. Et moi, je reste très en colère, comme vous d'ailleurs. Je lis ce que vous m'écrivez et vous avez raison. Ça ne va pas assez vite. On est quand même la 6e puissance mondiale et on n'est pas capable d'avoir suffisamment de doses pour vacciner rapidement la population. Qu'on soit favorable ou pas au vaccin, il y a un débat là-dessus, je veux bien l'accepter bien sûr,
mais c'est quand même aujourd'hui la seule arme qu'on ait pour espérer sortir de cette situation et revivre un jour ou l'autre dans des conditions normales et pouvoir nous revoir, mais pas que pour ça. Mais néanmoins, le couvre-feu à 18h, j'y étais pas favorable et je trouve qu'aujourd'hui, ça sera encore plus insupportable. Pourquoi? Parce que, les journées s'allongent et de plus en plus, on va avoir des journées longues. Alors, quand il faisait nuit à 18h, avoir le couvre-feu, bon, ok, mais ça sera de moins en moins supportable dans les prochains jours. Déjà maintenant, il est 18h, un peu plus maintenant, il fait quasiment, il fait encore presque jour. Mais voilà. 2, ça a des effets pervers. Parce que quand on travaille jusqu'à 18h, on ne peut pas aller faire ses courses. Du coup, on les fait le samedi. Et donc, on va tous s'agglutiner au même endroit. Et plus il y a des regroupements, plus on favorise la diffusion du virus. Donc, c'est paradoxal là aussi. Et ensuite, ça contrarie encore plus l'activité économique. Je discutais tout à l'heure, j'ai rencontré les responsables de l'Union des groupements artisanaux, l'UGA, donc les responsables des artisans, qui me disaient qu'il y a plein d'activités, les esthéticiennes et autres, qui sont obligées de fermer à cause du couvre-feu à 18h. À partir de 17h30, ils n'ont plus de clients. Donc, et d'autres aussi, donc ça décale totalement l'activité économique, ça pèse sur l'activité économique. Pour les restaurateurs, nos amis restaurateurs qui sont toujours fermés et qui, évidemment, souffrent de cette situation, et nous aussi on en souffre, parce que les restaurations, les restaurants, les bars, c'est un peu le parlement du peuple, c'est là où on peut se voir, c'est là où on peut échanger, c'est là où on peut passer des moments de convivialité. Bien, on pouvait faire du click and collect, quand on sortait du boulot à 18h, on allait commander à manger, on allait le chercher chez le restaurateur et on allait le manger chez soi. Là, avec le couvre-feu à 18h, c'est pas possible. C'est la raison pour laquelle donc, je me suis mobilisé là-dessus. J'ai pas encore de réponse, mais croyez-moi, et vous me connaissez maintenant, je lâcherai pas et je remonterai la charge jusqu'au Premier ministre et j'irai le voir. J'ai l'occasion de le croiser tous les mardis dans l'hémicycle. J'irai l'interpeller directement pour essayer d'obtenir cette évolution. Une autre question, est-ce que la décision de fermer Fessenheim est sans retour? Pouvons-nous demander de relancer le dossier? Nous devons rester autonomes en électricité. Bon, j'étais à une manifestation organisée par la Comcom de Breisach ce matin et par le maire de la commune de Fessenheim, avec de nombreux collègues maires du secteur. Nous étions présents ce matin à Fessenheim pour manifester. Malheureusement, oui, la décision de fermer Fessenheim a été prise pour des raisons totalement idéologiques, politiciennes, qui sont scandaleuses, mais elle est entrée en vigueur. Aujourd'hui, Fessenheim est fermé. Et maintenant, il n'est plus possible, malheureusement, de faire démarrer. Donc, de ce point de vue-là, je ne veux pas vous le cacher, c'est quelque chose, aujourd'hui, quel que soit le gouvernement, quelle que soit la volonté, malheureusement, aujourd'hui, c'est quelque chose d'irréversible. Mais, ça coûte de l'argent. Non seulement ça représente plus de 2000 à 2500 emplois, directs et indirects sur le territoire, mais en plus, ça coûte de l'argent, et c'est pour ça qu'on manifestait ce matin, parce que, je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que c'est assez complexe. C'est assez complexe, c'est les communes, l'intercommunalité, donc la Comcom du pays de Breisach, mais également le département, enfin aujourd'hui la collectivité européenne d'Alsace, doivent payer toujours des impôts, des taxes à l'État, alors même que l'activité a été supprimée. C'est un premier scandale. Deuxième point, moi je milite, vous m'avez déjà entendu sur le sujet, pour revitaliser le territoire et pour que l'État qui a pris cette décision idéologique nous aide à recréer de l'activité économique sur le territoire. Je milite beaucoup pour la réindustrialisation pharmaceutique parce qu'on s'est aperçu que pendant le premier confinement, et on le voit encore aujourd'hui, 80% de nos médicaments sont fabriqués en Chine. D'ailleurs, même nous, 6e puissance économique mondiale, la France, on n'a pas été capable de développer un vaccin. Donc j'ai pris beaucoup de contacts, j'ai des rendez-vous à l'Elysée, j'ai des rendez-vous à Bercy avec les conseillers du ministre de l'économie et également de la ministre de l'Industrie. J'avance beaucoup sur ce dossier en tant que député, mais c'est aussi aujourd'hui dans mes compétences de conseiller départemental. Donc j'ai l'avantage d'avoir cette double casquette qui me permet d'avancer et d'avoir une équipe autour de moi pour avancer sur ce dossier, pour faire en sorte que l'industrie pharmaceutique, que le territoire de chez nous, du port rhénan, de l'après Fessenheim, soit site pilote pour la réindustrialisation pharmaceutique. Et puis pour répondre à la deuxième partie de la question, nous devons rester autonomes en électricité. Ça, c'est l'autre bêtise de la fermeture de Fessenheim.
parce qu'il n'y avait aucune raison technique de le faire, de la fermer, c'est encore une fois idéologique, purement idéologique, mais en plus, ça réduit la production d'électricité. Et on a tous eu peur, moi j'avais interpellé la ministre de l'écologie dans l'hémicycle à ce sujet, Barbara Pompili, parce qu'on risquait cet hiver, avec le froid qu'il y a eu, d'avoir des ruptures de production d'électricité, donc des coupures de courant, ce qui est juste insupportable. Parce que ce n'est pas les éoliennes qui sont de l'énergie intermittente ou les panneaux photovoltaïques qui ne fonctionnent que quand il y a du soleil, donc c'est ce qu'on appelle une énergie intermittente, qui vont résoudre le problème. Donc là, je me bats aussi avec les interlocuteurs que j'ai cités tout à l'heure à Bercy, eh bien pour l'implantation sur notre territoire d'une centrale à hydrogène. Je crois beaucoup en l'hydrogène, je pense que c'est notre avenir en termes d'énergie, énergie propre en plus. On voit bien les voitures électriques, ça restera, c'est à mon avis juste une phase de transition, un jour ou l'autre, et rapidement je pense qu'on aura des voitures à hydrogène. Et si on pouvait être aussi là, site pilote pour le lancement de cette capacité de production hydrogène chez nous, eh bien, à la fois, ça nous permettait de retrouver une certaine autonomie en matière d'électricité, mais également d'être innovant, et c'est là-dessus que je me bats. Autre question, alors là, très différente, mais très intéressante, es-tu favorable au revenu universel? Si oui, pour toute la société ou uniquement pour les étudiants? C'est vrai qu'avec cette crise, on parle de crise sanitaire, mais cette crise sanitaire, elle va déboucher encore plus, malheureusement, sur une crise économique et sociale. Et on voit bien une explosion, malheureusement, de la pauvreté dans notre pays. On le voit, moi je le vois au département avec le nombre de RSA qui augmente fortement. Et on côtoie tous des gens, des étudiants, mais pas que des étudiants, qui sont aujourd'hui dans la précarité, qui souffrent beaucoup de cette situation-là. Et moi, je suis très attaché à cette vision sociale de la société. Je crois que le rôle des politiques est avant tout de créer cette dimension sociale et humaine. On ne peut pas vivre dans un monde où l'homme serait un loup pour l'homme et qu'on ne se préoccupe pas de ce qui se passe pour notre prochain, parce qu'on n'est pas sur Terre uniquement pour consommer, pour ramasser des richesses et de le faire de manière égoïste. On est là pour essayer de permettre à tout le monde de vivre dignement. Et on s'aperçoit que de plus en plus de nos concitoyens sont laissés au bord de la route. Et moi, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Alors, il ne faut pas tomber non plus dans l'assistanat. Parce que si l'assistanat rendait service, c'est pas, encore une fois, c'est pas un terme, c'est pas un débat idéologique. Mais l'assistanat ne rend pas service. C'est parce que ça décourage l'initiative et ça empêche les gens parfois de faire aussi un effort pour essayer de s'en sortir. Donc sans tomber dans l'assistanat, il faut néanmoins aider les plus fragiles et les plus faibles. Et j'ai beaucoup travaillé avec les collègues ces dernières semaines. On a mis en place un groupe qui s'appelait Groupe Pauvreté pour faire un certain nombre de propositions pour permettre de venir en aide aux plus faibles. Moi, on le voit bien, et heureusement qu'il y a de nombreuses associations qui travaillent dans ce domaine-là. Je pense à Espoir, je pense au Secours catholique, je pense à l'Ordre de Malte, je pense à toutes les associations que j'oublie, mais auxquelles je pense, j'oublie de citer, mais auxquelles je pense fortement, qui sont très très actives et qui permettent justement de venir en aide aux uns et aux autres. Mais plutôt que d'offrir un revenu universel à tout le monde, même si honnêtement je pense qu'un jour ou l'autre on y viendra, parce qu'il y a le souci de la pauvreté, il y a sans doute aussi, on y viendra sous une forme ou d'une autre. Et moi je ne suis pas du tout opposé au fait d'en discuter et même d'avancer sur le sujet. Avec l'intelligence artificielle, on sait bien qu'il y a plein de métiers qui vont disparaître et à un moment donné, il faudra bien permettre aux gens de vivre quand même. Mais en attendant, moi je préfère qu'on offre un boulot aux gens plutôt que de leur faire vivre des aides sociales. Raison pour laquelle avec les collègues on a proposé de créer 300 000 jobs sur une durée de 1 an à destination payés par l'État. Ça coûte 1,8 milliard d'euros dans le cadre du plan de relance qui représente 150 milliards d'euros. Vous voyez, 1,8 milliard d'euros, 150 milliards d'euros, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait payer. Et puis il vaut mieux payer des gens à trouver un travail que de les payer à rester chez eux sous forme de RSA ou de revenu universel. Donc 300 000 jobs destinés à des jeunes, mais pas qu'à des jeunes, qui pourraient aller aider dans une association, aider dans une collectivité, une administration, pour avoir, on est dans une situation exceptionnelle, donc c'est une mesure exceptionnelle qu'il faudrait mettre en œuvre.
Pareil, on a travaillé sur la proposition de mettre en œuvre un chèque alimentaire pour ceux qui... C'est quand même incroyable que dans ce pays, encore une fois, 6e puissance économique mondiale, il y ait des gens qui n'aient pas accès à une nourriture saine et qui ne puissent pas manger à leur faim. C'est pas possible, on ne peut pas l'accepter. Moi, ça me choque sincèrement. Donc là aussi, on a proposé un certain nombre de mesures. Je ne veux pas toutes les énumérer parce que voilà, mais je peux les remettre en ligne tout à l'heure. Je les avais publiées la semaine dernière pour vraiment traiter ce sujet. Je pense que c'est un sujet là encore qui doit dépasser les clivages politiques. Et je pense qu'on ne devrait pas se disperser dans la période dans laquelle on est, nous politiques. Il y a la crise sanitaire qu'il faut traiter et cette montée de la pauvreté et de la misère sociale qu'il faut traiter. C'est vraiment ces deux points qui aujourd'hui doivent vraiment concentrer nos efforts. Y a-t-il des projets d'implantation d'entreprises dans notre région prévus? Ça ferait du bien de notre économie locale. Oui, bien sûr, ça ferait du bien. C'est toute la politique industrielle qu'il faut revoir. Là, j'interviens aussi beaucoup sur le sujet. J'ai signé un certain nombre de propositions de loi qui viennent sur le sujet. Il faut absolument revenir sur une politique industrielle qui permet la relocalisation ou la réindustrialisation de ce pays. Parce que sinon on ne s'en sortira pas économiquement. Je pense qu'avec le Covid, et encore une fois j'en discutais avec des chefs d'entreprise tout à l'heure, qui me disaient, il y a des boîtes des entreprises qui sont à l'arrêt parce qu'elles n'arrivent plus à trouver d'approvisionnement, parce que les produits sont fabriqués en Chine, que la Chine n'arrive pas à suivre et que le temps d'acheminement aujourd'hui ne permet plus à ces entreprises. C'est le cas des vélos. Aujourd'hui, il y a plein de vendeurs de vélos qui n'ont plus de matériel parce qu'une partie des pièces manque et c'est des pièces qui sont fabriquées à l'étranger. Eh bien, ça doit nous donner l'idée de nous battre pour relocaliser ces productions ici et pour sécuriser aussi nos productions. L'industrie automobile aujourd'hui elle est en panne. Alors, par manque de commandes, mais encore c'est même pas ça le point principal, c'est parce qu'il y a une puce aussi fabriquée en Chine qui aujourd'hui n'est pas suffisamment fabriquée, qui alimente les logiciels de la plupart des véhicules automobiles qui aujourd'hui sont bourrés d'électronique, qui n'est plus livrée et qui bloque toute l'industrie automobile. Vous vous rendez compte? Donc, réindustrialisons notre pays. Il y a des bonnes nouvelles. J'aurai l'occasion de la visiter la semaine prochaine, la société Constellium, installée aux abords de Neubrisach, qui a des gros projets d'investissement et d'agrandissement. Je pourrais vous en citer d'autres. Je prends cet exemple-là. Donc, soyons aussi un petit peu optimistes. Il y a des situations où les entreprises se développent, mais il faut les encourager, il faut vraiment mener cette politique industrielle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas abordé tous les sujets, mais vous les retrouvez dans mes comptes rendus hebdomadaires. Il y a un sujet que je voulais aborder qui était le non-Fessenheim. Moi, j'ai parlé des sujets que je voulais aborder. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je dois considérer qu'on a fait le tour. Donc suivez à partir de demain, samedi, à partir de 14 h, je publierai mon actualité de la semaine. Encore une fois, n'hésitez pas à en prendre connaissance. Faites-moi le plaisir de le partager, comme ça tous vos contacts le verront. Je suis à votre disposition. N'hésitez pas à me solliciter. Voilà, franchement, être député, c'est une responsabilité, c'est une charge, mais c'est quelque chose que je fais par passion. Et c'est grâce à vous que je peux mener à bien cette passion. Et c'est pour vous que je le fais, donc n'hésitez pas à m'alimenter de vos réflexions et de vos soucis. Si je peux les régler, c'est avec grand plaisir. En tout cas, en attendant, je ne sais pas si Christelle, tu veux rajouter quelque chose, mais tu auras l'occasion d'intervenir. On fera... Enfin voilà, je sais pas, non Non, c'est bon. En tout cas, j'étais très heureux de voir cet échange avec vous. Je vous souhaite un bon week-end, plein de bonnes choses. Restons sereins, restons concentrés pour lutter contre ce virus, mais espérons aussi, et encore une fois, comptez sur moi pour au moins faire bouger un certain nombre de choses. Et le couvre-feu à 20 h, je peux vous garantir, je ne lâcherai pas. Merci, bonne soirée.